Bonjour tout le monde. Comme vous le voyez, je suis présentement en mode exercice dans mon sous-sol. Puis je sais que ça respecte aucune des conditions de comment on doit faire un vidéo. C'est-à-dire que normalement, quand on fait une vidéo, il faut s'assurer que l'éclairage est bon. Là, vous avez un spot qui fait un effet bizarre. Normalement, il faut s'assurer d'avoir un fond uni et harmonieux. Et vous avez les planches du plafond pas finies au-dessus, du linge qui sèche en arrière à ma gauche. Puis là, à ma droite, ça pourrait avoir l'air prétentieux parce que dans le fond, vous êtes dans mon petit temple de la course à pied, ma pièce musée personnelle. Mais en même temps, vous voyez, c'est le bordel. Je suis pas plus prétentieux que ça, hein? Puis je suis sur le vélo. Puis je bouge de façon bizarre parce que, comme vous, j'ai une vie. J'essaie de joindre l'utile à l'agréable. Ça fait que je vais haleter un peu. Je vais essayer de ne pas partir le ventilateur. Ce qui ferait encore plus de bruit, mais je vous garantis rien. Puis je vais essayer de ne pas me mettre en bédaine avant la fin. Là, vous allez m'excuser parce que dans 10 secondes, je suis sur Zwift. Vous connaissez la plateforme virtuelle. Dans 8 secondes, il y a comme combien? 120 personnes à travers le monde, un peu partout, qui, comme moi, prennent un départ dans une plus ou moins course. Je vais essayer de m'arranger pour être au moins dans le top 50 en vous parlant. Ça va être dur. Aujourd'hui, le sujet, c'est la spécificité. C'est Samuel qui a proposé ce sujet-là. Puis je vous avoue que c'est comme un sujet qui est comme à mes yeux trop vaste. Puis si je me permets de le faire tout en faisant de l'exercice, c'est parce que je m'attends à ce que ça soit pour vous l'occasion d'un podcast. Ceux qui m'écoutent en courant, ben que j'ai des petits allaitements, c'est parfait. Vous allez avoir l'impression qu'on est en train de jogger ensemble. C'est que ça va être assez long. Je vais vous présenter les choses en, je vous dirais, 4 parties. Une première partie où je veux vous parler du principe de spécificité en général. Puis ensuite de ça, pour que ce soit moins plate, je vais vous faire ça sous forme d'histoire. En fait, je vais vous conter la préparation de 3 de mes courses en particulier. J'en ai fait, je pense que j'approche 400, en tout cas, je suis en haut de 350 courses. Puis je vais vous compter 3 marathons. Pas les courses elles-mêmes, mais comment je m'y suis rendu. Donc d'abord un mot sur la spécificité. Là en ce moment je suis 73e sur 145. C'est correct. Donc, l'idée, c'est que la spécificité, c'est un principe d'entraînement qu'on nous présente tout le temps dans les formations. Mais moi j'aimerais plutôt vous présenter ça comme une attitude. Le principe de spécificité, oh mon Dieu, les chemises de l'archiduchesse, c'est un principe qui dit qu'il faut avoir dans l'entraînement, si on veut des performances optimales, une similitude la plus grande possible avec ce qu'on va avoir à rencontrer lors du contexte de performance. Donc, il faut se préparer de façon précise et non de façon plus générale si on veut réussir dans un événement précis et non en général. Puis c'est un principe qui a fait ses preuves qui, ma foi, fonctionne très bien. Pourquoi je dis que c'est plus une attitude? C'est parce que je pourrais vous faire une liste, je vais le faire un peu, d'un paquet de choses que vous pouvez envisager dans le but de vous entraîner de façon plus spécifique ou de mieux réussir si vous aimez mieux dans votre prochain objectif. Mais la vérité, c'est que c'est avant toute chose une manière de penser. Je vais me permettre une analogie, puis en même temps, je vais piquer un peu votre orgueil. Je suis par ailleurs prof au cégep. Puis j'ai donc des étudiants qui ont des travaux à faire. Quand ils ont des travaux à faire, ben ils veulent tous des bonnes notes. On s'entend là-dessus.
Mais est-ce qu'ils veulent vraiment? Tout le monde apprécie avoir de bonnes notes. L'analogie, c'est que tout le monde apprécie avoir des résultats dans une course à pied. L'affaire, c'est que je donne aux étudiants un paquet de moyens pour réussir. Je leur donne une grille d'évaluation, on prend du temps en classe pour la regarder, on a ensuite de ça des documents modèles, on a des outils de préparation, rédaction. Bref, je donne aux étudiants, vous croirez même pas ça, une orgie d'outils, de moyens pour atteindre la plus grande réussite. Honnêtement, j'ai moins de 5% de mes étudiants qui considèrent ces outils-là. La plupart, ils les considèrent en diagonale, en partie, ou pas du tout. Puis ils ont en moyenne des résultats, c'est ça les statistiques, de 65 à 72%. C'est mes premiers de classe, mes 3 premiers de classe là, qui forment mon 5%, qui, j'ai des classes de 40 étudiants à peu près, qui vont considérer les documents, les outils que je leur présente pour maximiser leurs résultats. Pourquoi les autres le font pas? Mais c'est parce que c'est exigeant. Je veux dire, penser en fonction de, non pas ce qu'on pourrait faire, mais de ce qu'on doit faire si on veut réussir au maximum, puis voir les détails qui demandent, dans le cas d'un étudiant de la rigueur, c'est pas facile. Et je vous dirais que c'est la même affaire quand on parle de la spécificité en entraînement. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que malgré tout ce que je vous dis, là, je me fais pas d'illusions. Il y en a pas beaucoup qui vont être capables de respecter. Malheureusement. Mais je vais vous le dire pareil, je serai pas cynique. Je vais pas vous parler pendant très longtemps pour ensuite penser que vous en tirerez rien. Je vais vivre d'espoir, puis penser que vous êtes des premiers de classe, qui devant tout ce que je vais vous dire, qui va vous permettre de réussir, ben vous allez en tirer pas une partie, mais tout ce qu'il faut pour réussir au maximum. Ça, c'était la première partie. Celle où, dans le fond, ce que je vous dis, c'est que la spécificité, c'est avant tout une manière de penser, un peu comme la rigueur est une attitude chez l'étudiant. Mais c'est pas l'attitude la plus régulière, parce que c'est le chemin le moins fréquenté étant donné son exigence. Voici donc la deuxième partie. Je commence à vous compter des courses, puis je vous l'avoue, faut que je branche le ventilateur. Ça, c'est un outil pour peser sur un piton. Et voilà, ceux qui sont visuels viennent de me voir partir le ventilateur. Ah, ça fait du bien. Prochaine étape, pas finir en bédaine. Bon. Donc, je vous compte 3 courses. En premier, je vous compte celle de mon marathon, ma préparation plutôt en vue du marathon du Petit Train du Nord l'automne dernier. Ensuite, je vais vous présenter celle de Lowell en 2014. Puis finalement, ma préparation en vue du marathon de Boston en 2015. Ces 3 gradations dans le domaine de la spécificité. Puis je commence par celle où j'en ai pas donné de spécificité. C'est-à-dire mon marathon l'automne dernier. Comme vous voyez, je suis en vélo. Donc, je suis en mode triathlon en ce moment, en fait, depuis 3 ans. Ce que ça veut dire, concrètement, c'est que je fais environ 12 heures, non, j'exagère, 10 heures de vélo par semaine, un genre de 8-9 heures de course, puis un 5-6 heures de natation. Puis comme je fais beaucoup de volume général, ben ce que je fais en intensité en course à pied et en vélo est nécessairement impacté, pour pas dire réduit, par les 2 autres sports. En d'autres mots,
je peux pas faire 3 intensités à la course par semaine. Même pas, bon, 1,5 mettons, que je peux. Parce que en vélo, il faut que j'en fasse aussi. Puis je peux pas faire d'intensité tous les jours de la semaine. Déjà que je fais presque les 3 sports chaque jour de la semaine. Je peux pas pousser à chaque fois dans chacun. Faut que je me laisse un temps de récupération. Donc, quand j'envisage un marathon avec cet entraînement-là, la vérité, c'est que j'envisage le fiasco. Parce que ça veut dire que j'ai pas le temps ou la disponibilité physique, étant donné ce qu'il me faut comme agencement entre les sports, de consacrer ce qu'il me faudrait pour être prêt d'un marathon. Puis là, il y en a qui vont dire, attends, si je cours 9 heures par semaine, ça veut dire que je fais quoi? 100 km? Je fais plus que ça. 100 km par semaine, c'est ma moyenne depuis à peu près 20 ans, en incluant les semaines de repos et les semaines de break. C'est que j'ai un volume minimal. Ce que j'ai pas, c'est un volume spécifique. C'est-à-dire que j'ai pas le kilométrage qu'il me faut pour vraiment tenir jusqu'au bout du marathon sans casser. Puis j'ai pas à l'intérieur de ce volume général-là les séances intenses qui sont propres au marathon. C'est que je me prépare pour le marathon du Trait du Nord parce que je suis simplement inscrit, étant donné que j'ai reporté mon inscription alors qu'à l'automne 2019, je m'y étais inscrit pour 2020. Au cas où vous ne le sauriez pas, il y a eu une pandémie qui a changé des affaires, dont l'annulation de la course, puis moi je l'ai reporté quand elle a été annulée. Je pouvais faire ça au plus loin possible. Ce qui m'a donné l'automne 2022. C'est que je suis allé parce que je l'avais payé. Puis là, l'idée, c'est qu'avant de m'y rendre, en matière d'entraînement précis pour la course, j'ai fait quoi? J'ai fait une longue sortie, je pense, de 32 à vitesse de jog. Puis je pense que le plus long que j'ai fait en matière de vitesse, comment dire, comparable à celle du marathon, c'est un demi-marathon au mois d'avril. Donc ça veut dire, si vous comptez bien, 7 mois avant le jour du marathon. Puis dans les 7 mois, j'avais jamais vraiment dépassé 15 km à allure soutenue, c'est-à-dire allure marathon. Autrement dit, j'avais juste des intervalles de durée relativement courtes, aucun tempo long, aucune longue sortie en haut de 32. Là, ceux qui disent quand même 32, c'est pas si pire. Vous allez voir tantôt quand je vous contrerai ma préparation pour l'OA, la différence. Puis je me suis présenté au marathon. J'avais pas non plus trop regardé le parcours sur la carte, là, sur Internet. J'avais quand même pris la peine de faire ça. J'avais jogué en vacances dans les Laurentides. C'est à Saint-Jérôme, le petit Trait du Nord, une couple de kilomètres sur la voie cyclable. Mais rien de majeur, là, tu sais. J'avais jogué une dizaine de kilomètres. J'avais essayé de prendre des gels pour m'habituer une couple de fois, je pense, dans les semaines qui précèdent. Mais je suis pas sûr même. Peut-être que j'avais pas revérifié mon plan de glucides, etc. Bref, je me suis présenté là sur ma forme générale. En fait, sur ma forme spécifique de triathlon, mais qui n'est pas une forme spécifique de marathonien. Puis, si vous me demandez comment ça a été, ben la réponse, c'est assez ordinaire. J'ai fait 2h55, si je me trompe pas. Ceux qui disent « Ah, c'est pas pire », ben écoutez, mon record est à 17 minutes de mieux. Puis même s'il commence à dater, je pense que si je me mets dans une préparation spécifique marathon, je vais être autour de 2h40, 2h42. Donc, tu sais, j'ai perdu un 10 à 15 minutes parce que j'étais pas spécifique. Si vous faites un marathon en 4 heures, vous devez comprendre que c'est proportionnel. Le manque de spécifique, si vous faites ce que j'ai fait, ça va vous donner un genre de 20-25 minutes de perte. Donc,
Si tu t'entraînes beaucoup, avec un quand même bon volume, mais qui est mal tourné vers le marathon, puis que tu fais pas les petits plus qui rendent ta préparation spécifique, faut que tu t'attendes à un chrono qui est comme inférieur de 10-20 minutes environ, plus 20 que 10, à ce que tu serais autrement capable de faire. C'est quand même pas négligeable. Puis, ça, c'est sans parler de comment ça se passe durant la course. Parce que ça veut pas dire que j'ai eu non plus une expérience totalement enrichissante. Bon, peut-être on apprend de quoi de chaque expérience de la vie, mais ça n'a pas été particulièrement, comment dire, facile. J'ai commencé à avoir mon manque d'entraînement dans les pattes assez rapidement, genre au 13e kilomètre. Puis je me suis quand même bien battu. C'est ce dont je suis peut-être le plus fier. Mais je me battais pour éviter la catastrophe. Puis je me remercie d'avoir beaucoup d'expérience. Parce que ça aurait été tout autre chose si j'avais pas eu d'expérience pour, comment dire, compenser les manques de ma préparation. Donc ça, c'est l'histoire numéro 1. Si vous ne comprenez pas, clairement, c'est l'histoire d'une préparation marathon qui n'en est pas une, qui manque énormément de spécificité. Maintenant, je vais vous conter l'histoire du contraire, celle de ma préparation pour le marathon de Lowell en 2014 où j'ai fait mon record personnel. Samuel Douzien aussi, il était avec moi cette fin de semaine-là. Donc, la préparation, évidemment, elle commence avant le jour de la course. Elle a commencé 26 semaines avant. C'est le temps que j'avais consacré en préparation à mon entraînement. Je vous disais tantôt qu'avant celui du Petit Train du Nord, j'avais maintenu une centaine de kilomètres de moyenne. Ben, avant celui de Lowell, j'avais maintenu dans les 26 semaines une moyenne de 145. Avec des semaines qui montaient jusqu'à 190, puis des semaines de taper qui étaient plutôt autour de 80. Donc, déjà en partant, j'avais un genre de 50% de volume supplémentaire. Ça faisait une différence. C'est un marathon. C'est pas un 5 kg, c'est pas un 10 kg. 130 km par semaine, c'est ce que court notre coureur Charles Philibert Thibouteau du Québec pour faire des 1500 à 5000. Ça fait que c'est sûr que j'allais monter comme un marathonien d'un bon niveau à quelque chose comme justement là, une douzaine d'heures par semaine. Voire ça aurait pu être plus que ça. C'est que j'avais déjà le volume. Ce volume-là, il contenait 3 séances d'intensité par semaine qui pour certains vont leur faire penser à leur plan en vue de Sugarloaf. Il y avait des intervalles plus courts en début de semaine. Il y avait toujours un effort en endurance aérobie limite. Des progression runs qui sont montés jusqu'à 32 kg les jeudis. Souvent, moi, c'était le jeudi, je les faisais. Des intervalles de jusqu'à 3 fois 8 kg. Des intervalles longs, là, des genres d'affaires comme... je me souviens d'avoir fait 15 fois 1500. C'était tough, ça. Puis la fin de semaine, ben, il y avait une alternance entre une longue sortie, une sortie longue tempo, puis une sortie de semi-longue récupération. Donc une semaine, je faisais long, puis long, ça veut dire que je suis monté jusqu'à 45 km. Dans mon cas, ça voulait dire de ne pas dépasser 3h30. Question de vitesse, là, il faut ajuster sur une vitesse. Mais tu sais, j'étais à 4,25 du kilo à peu près. Donc j'étais monté jusqu'à 45 kg. Puis en tempo, j'étais monté à 32. J'ai jamais été capable de tenir mon pace marathon en entraînement, mais j'étais pas loin. Genre 10 secondes à peu près, 15 secondes plus lent que mon pace marathon. Plus 15 secondes plus lent que mon pace réel finalement. Puis une semaine sur 3, je faisais une sortie là, de genre maximum 25 kg.
plus aérobique, zone 2, centre 5% des fréquences cardiaques. Bon. Bref, ça ressemble à un peu ce que vous faites. C'est juste que je m'assurais d'avoir plus que la distance pour le marathon en longue sortie, puis quand même au moins le 3/4 en termes de intensité, durée, pour être sûr de combiner ensemble, pas casser la journée de la course. Donc au niveau de l'entraînement, c'était orienté pour le marathon. Il n'y avait rien d'autre en prévision, c'est-à-dire il n'y avait rien qui était fait en fonction d'un 5, d'un 10 ou d'un demi-marathon. Parce que je m'en allais au marathon. Cela dit, j'avais fait 2 courses préparatoires. J'avais fait un 10 km à la 10e semaine. Puis j'avais fait mon record personnel d'ailleurs qui tient et tiendra pour toujours probablement. Puis j'avais fait 4 semaines avant un 30 km. À Boucherville en l'occurrence, peu importe. Puis mon idée c'était que j'étais arrivé là avec 130 km d'impact. Puis je voulais voir qu'est-ce que je pouvais faire sur 30 kg en y allant all out. Puis mon idée c'était qu'avec le repos des semaines qui allaient suivre, j'allais en principe pouvoir tenir ma vitesse marathon. Et c'est ce qui est arrivé. J'avais fait 1h51 qui donne 3,45 du kilo. Puis même si ce jour-là ça me paraissait impossible de tenir 12 km de plus, ben avec des semaines de récup taper, ben j'ai pu tenir ça la journée du marathon lui-même. Mais l'idée c'était d'avoir une course pour pouvoir vérifier l'état de forme en état de fatigue, être capable d'avoir des repères, des feelings, tester mes gels, tester l'eau, tester mes souliers, tester mes vêtements, tester l'adrénaline du départ, tester la réaction au petit stress, tester la gestion de la vitesse de l'allure, tester ma trame musicale que j'avais dans mes oreilles, dans mon lecteur, tester qu'est-ce que je mange le matin, tester ce que je faisais la veille aussi, comment je me préparais la veille puis même l'avant-veille. Bref, c'était une genre de simulation qui fait vraiment une différence. Là, on commence à parler spécifique, n'est-ce pas? Parlant du plan alimentation, dans les semaines qui avaient précédé, j'avais fait mes longues sorties sur un parcours sur lequel j'avais été déposer des bouteilles. Je m'étais acheté des petites bouteilles de jus de tomate que j'avais vidées pour les remplir d'eau. Puis j'avais mis exactement la quantité d'eau que je jugeais devoir boire durant la course. Puis j'avais été mettre les bouteilles, les flacons, exactement au mètre près, là où il y aurait des points d'eau sur le parcours par l'organisateur, l'organisation de la course. Comme ça, je pouvais tester non seulement la quantité d'eau qu'il fallait que je prenne, mais les moments où je devais la prendre. C'est sûr que c'est un peu d'exigence parce qu'il faut aller porter les bouteilles et les ramener avant, là. Les ramener après. C'est que ça demande de faire, pour un tempo de 32 kg, ça demande de faire 64 km de char. Mais bon, regardez, il faut ce qu'il faut. Puis ça me permettait donc de prendre des gels, puis en même temps de faire le test avec la quantité d'eau spécifique que je voulais prendre au moment où je voulais les prendre, où je pouvais les prendre durant la course. Ça fait que je mettais concrètement c'était à peu près aux 2 miles. Et là, ça me permet de dire d'autres choses. Dans les 15 dernières semaines, j'avais mis ma montre pour qu'elle me dise mon kilométrage en miles et non en kilomètres. Parce que je savais d'expérience qu'il y a des courses aux États-Unis où les kilomètres sont juste indiqués à 5, 10, 15, 20, puis des fois même moins que ça. Donc si je voulais avoir des points de repère fiables, en termes de vitesse, il fallait que je me fie aux pancartes de l'organisation. Donc, il fallait que je mette ça en miles. Puis que je sache qu'est-ce que je visais comme
cible au niveau de l'allure. Donc j'avais fait ça dans les semaines qui précèdent. On parle du spécifique, là, on était sur le marathon des États-Unis. On n'est pas au Québec, donc il fallait que je m'ajuste en matière d'unité, que je passe de métrique à impérial. Parlant du parcours, ben moi c'était un parcours à Lowell où il y avait, comment dire, 2 boucles avec au départ une partie qui mène vers la boucle, puis à la fin une partie qui sort de la boucle. Ça fait qu'en entraînement, ben, je m'étais habitué avec 4 parcours différents à ce genre de parcours-là. Je m'étais fait des parcours dans mon village. Ça fait qu'autant les jogs que les entraînements plus spécifiques étaient faits comment? Avec un petit tronçon où je devais me rendre sur mon parcours, faire 2 boucles, puis revenir par exemple à la maison sur le tronçon. Autrement dit, je m'habituais à mentalement séquencer ma façon de voir le parcours tel que j'allais avoir à mentalement affronter la répétition ou la gestion d'une course. Si j'avais fait un entraînement, pas un entraînement mais un marathon, qui était allé d'un point à un autre, ben vous devinez que j'aurais essayé de faire des entraînements, peut-être en demandant de l'aide à ma conjointe ou un ami, des entraînements d'un point à l'autre, quelqu'un serait venu me chercher après. Bon. Donc, c'est le genre de choses qui fait une différence. Par ailleurs, au niveau du parcours, je l'avais aussi bien visualisé. Parce que on est toujours dans le thème de spécificité, hein? Parce que il y avait sur Internet une vidéo avec une caméra dans l'habitacle d'un véhicule où ce qu'on pouvait voir le parcours. Ben moi, ce parcours-là, je l'écoutais chaque semaine. C'est une vidéo de 30 minutes. Je l'ai écouté 20 fois environ pour le connaître à peu près par cœur. Évidemment, j'étais allé le voir sur Google. Je l'avais fait avec Google Street View. Hey, ça, c'est long en temps. J'ai fait ça plusieurs fois, pareil, dans ma vie. Là. Mais ça permet quand même de voir un peu... savoir où sont les virages. Savoir où sont les points de repère. Vous savez, quand on a une distance à parcourir, la première fois, ça a toujours l'air plus long que quand on a des marqueurs de distance qui nous permettent de morceler l'épreuve. Ben, c'est la même affaire au marathon. Savoir où sont les étapes, ça aide à les franchir. Ça fait que j'avais visualisé le parcours sur vidéo chaque semaine. Mais je n'étais pas convaincu. Ben, pas convaincu, mais je trouvais que c'était pas assez. Ça fait que j'étais allé le courir aussi. En fait, j'avais fait une sortie de 38 km sur le parcours. J'étais allé à Lowell pour voir ce qui était la boucle en vérité. Ensuite, rendu sur place, la veille, il y avait un jog à faire de 5-6 kg. Ben, je voulais les faire sur les 6 derniers kilomètres pour au moins bien visualiser la dernière portion qui allait être, comment dire, plus dure le lendemain. Puis là, j'ai embarqué Samuel, qui était avec moi, je vous rappelle, cette fin de semaine-là, dans l'idée qu'on prenne un taxi, qu'on se fasse amener à 6 km de l'arrivée, puis qu'on revienne en joguant les 6 derniers kilos. Puis bien sûr, on avait fait le parcours en char la veille. Quand on est arrivé le vendredi en fait. On avait fait en arrivant le parcours, puis samedi, ben, c'était d'aller courir les 6 derniers kilos. Puis tout ça, Samuel, je me souviens, il trouvait que c'était un peu weird, là. Il trouvait que c'était excessif, surtout les 6 kilos sur le parcours eux-mêmes. Par contre, après sa course, j'espère qu'il s'en rappelle, il m'a dit « Hey, ça m'a aidé. » Il m'a dit à la fin, là, quand il nous restait juste la dernière section, celle qu'on avait fait en courant, ça l'a aidé à finir avec aplomb, puis à faire ce qui est encore son record personnel, à lui aussi, jusqu'à présent, là-bas. Donc, si vous comprenez au niveau du parcours, je viens de donner beaucoup de trucs spécifiques. Ce que j'ai copié en entraînement en simulant le parcours chez nous, ce que j'ai regardé de vidéos, ce que je suis allé courir là-bas sur place, puis ce que l'avant-veille, j'ai comme fait aussi rendu là. Au niveau des points d'eau, je ne peux pas être plus spécifique que ça.
évidemment, je m'étais exercé à prendre les gels que je voulais. Puis là, j'avais fait attention à quel gel avec quelle quantité de caféine à quel moment dans ma course pour prendre les bons gels au bon moment avec la bonne quantité d'eau. J'avais aussi regardé ajuster ma liste musicale pour pas que ce soit aléatoire. En fait, j'avais une playlist, puis j'avais organisé les chansons pour que celles qui me popent le plus, qui me stimulent le plus, puis qui sont les plus go go go, soient en crescendo de plus en plus vers la fin. Pour pas comme faire l'erreur de me laisser emporter au départ, mais au contraire être motivé quand c'est le temps, quand ça compte. Ça fait que, tu sais, j'avais fait ça aussi. On parle de spécificité, là. Quand on est arrivé à Lowell, puis qu'on est allé à l'hôtel avec Samuel, je me souviens quand même d'avoir eu un petit moment rigolo avec moi-même. Quand j'étais arrivé à l'hôtel en me disant, bon, oui, je connais l'hôtel, parce qu'à ce moment-là, je coachais des athlètes d'un assez bon niveau qui faisaient des compétitions relativement relevées, des crépuscules d'athlétisme à Boston. Puis, qui Boston? Ben, c'était Boston périphérie. Puis Lowell, au Massachusetts, est en périphérie de Boston. On avait une compétition à Lowell. Ça, c'était en mai, en juin. Et quand j'étais allé avec les athlètes à la compétition, pour les coacher, j'avais pris soin de nous faire loger à l'hôtel que je soupçonnais être celui où on allait résider, moi et Samuel, lors du marathon. Ça fait que j'ai dormi là-bas avec des athlètes. J'avais particulièrement apprécié l'hôtel. Je le trouvais bien. C'était correct. La chambre dans laquelle j'étais était correcte. Donc, comme il n'y avait pas de problème, je m'étais dit, je vais tout de suite réserver. Après avoir validé ma chambre là-bas, je vais réserver sur place. Donc, j'étais descendu au comptoir, à la réception de l'hôtel. J'avais procédé à ma réservation en vue des 2 nuits précédant le marathon. Puis, quand j'étais arrivé avec Samuel à l'hôtel, ben, je me doutais où est-ce qu'on s'en allait. Comprenez? J'ai juste trouvé ça drôle quand j'ai réalisé que j'avais fait exprès de réserver la même chambre. Je m'étais dit, si la chambre avait été bien, pas d'incertitude, je tomberais pas sur une chambre où ce que je sais que c'est pas bien. Donc, j'avais réservé la même chambre. Je me suis trouvé un peu freak cette fois-là. Mais bon, regardez. C'est une attitude. Si tu as une idée de quelque chose de spécifique, faut que tu le fasses. Faut pas que tu dises « Oh ouais, c'est un peu freak ». C'est ça que je veux vous inculquer comme idée. C'est pas la liste de tout ce que je suis en train de vous énumérer. C'est tout ce que vous pouvez penser, puis que vous vous dites « Hey, c'est vrai, hein? Si je pouvais faire telle affaire plus spécifique à ma course, ben je le ferais. » C'est ça l'idée. Évidemment, il y a une seule limite, c'est que vous ne pouvez pas en entraînement reproduire votre course à chaque fois. T'sais, on s'entraîne de façon plus intelligente que ça. On va pas courir un marathon tous les jours, ça serait ce qu'il y a de plus spécifique. Mais à part ce détail-là, tout ce qui englobe la préparation, ben ça doit être spécifique. Évidemment, j'en oublie. Passons à la quatrième partie, celle où je vous raconte ma préparation pour Boston. Puis là, c'est une belle leçon pour vous, ce que je vais vous dire pour Boston, parce qu'après mon marathon de Lowell, où j'avais fait mon record personnel, je m'étais mis en frais de penser que je pouvais, j'aurais pu, battre mon record personnel à nouveau à Boston. Puis je m'étais dit, là, on est all-in, on y va à fond. Ça fait que j'ai un peu augmenté mon kilométrage. J'avais cette fois-là 20 semaines de préparation, mais j'avais déjà un fond. Je partais pas loin de mon niveau initial. Ça fait que j'avais juste 20 semaines au lieu de 26. Puis j'étais monté quand même 230, 240 kilos par semaine. Je suis plus sûr du chiffre, là, ça n'a pas d'importance ici. J'avais une moyenne de 170 km par semaine rendu à la mi-mars. Donc ça veut dire, dans grosso modo, les 10 premières semaines,
j'avais maintenu 170 de moyenne. Contrairement à 145 à Lowell, contrairement à 100, 105 au Petit Train du Nord. Au niveau de l'intensité, c'était très similaire à ce que j'avais fait avant Lowell. Il n'y avait pas beaucoup de nuances là-dedans. Tout ce que je voulais, c'était comme perfectionner ou répéter ce que j'avais bien fait. Donc, au niveau de visualiser le parcours, c'est facile, Boston, là. S'il y a bien un parcours qui est connu, c'est Boston. Mais je voulais être sûr de mon coup, donc j'étais allé à Boston. Puis j'avais couru dans un tempo de 28 km en février, les 28 derniers kilomètres de la course. Comme ça, les Newton Hills, là, je les connaissais. J'avais aussi sur mon tapis roulant à l'époque le parcours de Boston que je pouvais faire en réalité virtuelle avec mon tapis qui changeait d'inclinaison. J'ai fait ça une couple de fois. J'ai aussi, la veille de la course, été me faire la même chose, débarquer pour faire les 6 derniers kilomètres de la course. Je me suis débarqué en taxi et j'ai fini la dernière portion. Bref, tu sais, j'ai fait ce que j'avais bien fait. Boston, c'est un parcours point to point, donc je m'étais arrangé pour avoir des longues sorties tempo d'un point à l'autre avec mes bouteilles placées aux endroits déterminés. Ce qui avait été plus dur dans le cas de Boston, c'est la reproduction du parcours. Un parcours descendant sur 10 kg qui monte ensuite de ça pour finir à nouveau à descente. Ça n'avait pas été facile. J'avais travaillé fort, mais c'était pas parfait, mais on ne peut pas préparer à part en étant là-bas exactement le parcours de Boston. Puis j'avais fait quand même très bien pour ça. Donc, tout était similaire à Lowell, avec, je dirais même, un peu mieux en termes de préparation. Qu'est-ce que je pouvais attendre là-bas? Selon moi, mon record personnel par 3 ou 4 minutes. Malgré les côtes. Malgré les côtes. C'est pas ça qui est arrivé. C'est pas ça qui est arrivé parce que il y a quelques éléments qui ont manqué. Puis les éléments dont je veux vous parler nous rappellent le sujet du jour, la spécificité. Ce qui a manqué, c'est une adaptation à la chaleur. À Boston, c'est un coup de dé. Toutes les compétitions en mai, c'est un coup de dé. Boston, c'est en avril, c'est encore pire. C'est jamais certain si on va avoir une journée où il neige ou s'il fait une canicule. Avec le marathon d'Ottawa, j'ai vu ça tellement souvent, là. Des journées où il fait 5 degrés, puis des journées où il fait 30. C'est vraiment la période de l'année où c'est hasardeux tellement que moi, je vous l'avoue, j'ai décidé que je faisais plus de marathon de printemps. Je veux pas vous déprimer, mais moi, me préparer aussi fort pour arriver à la journée de la course avec quelque chose qui scrape l'objectif, en termes de météo, j'ai décidé que c'était fini pour moi. Mais bref, quand j'étais arrivé à Boston, la température n'était pas si chaude. Au départ, on faisait 18, puis on a fini à 22-23, avec une belle journée ensoleillée. L'affaire, c'est que la première fois où j'ai mis mes shorts cette année-là, c'était l'avant-veille. En fait, avant d'arriver à Boston. Au Québec, j'avais encore jamais mis les shorts. L'hiver 2015, là, c'est l'hiver le plus froid que j'ai jamais connu en 30 ans de course à pied. C'est pas qu'il faisait moins 30, c'est que si vous vous souvenez, ceux qui couraient déjà l'hiver à cette époque-là, il a fait moins 10, moins 15 avec du vent qui mettait un ressenti de 5 à 10 degrés de moins tous les jours. On n'a pas eu une journée en bas de moins 10. C'était atroce. Puis ça a duré comme ça jusqu'en avril. De sorte que quand j'étais arrivé à Boston, ben j'étais acclimaté à une température qui avoisinait le 0 degré Celsius. On n'avait pas eu vraiment plus 5 encore. Ça fait que le 15 à 20 degrés de plus de la course, j'y étais pas acclimaté. Ben, physiologiquement parlant, on pourrait parler des processus, on le fera pas, mais il y avait au niveau des éléments qui permettent la sudation notamment, un manque au niveau du plasma sanguin nécessaire pour thermoréguler le corps, un manque. Bref, puis je suis pas le seul à m'être fait pogner. Je suis parti comme quelqu'un qui voulait courir en dessous de 2h35.
Puis la chaleur m'a rattrapé un peu plus vite que je l'aurais pensé d'ailleurs. Mais, vous voyez, je ne m'étais pas spécifiquement préparé pour la possibilité d'une journée comme ça plus chaude. Ils vont me dire, oui, mais je ne peux pas le savoir. Regarde, j'ai décidé que je ne ferais plus de marathon de printemps. Si j'en faisais un, je m'assurerais de quoi? Écoutez, à recommencer, là, je ferais des entraînements où je suis en ce moment. Je ferais des entraînements dans mon sous-sol, pas de ventilateur. Ça prend une journée environ par degré de chaleur à s'acclimater. Si vous passez de 0 à 20 degrés, vous allez avoir besoin de 20 jours pour vous acclimater. Donc, j'aurais dû, dans les 6 semaines précédant la course, faire des entraînements où j'aurais été en hyperthermie quasiment, là, c'est-à-dire en surchauffe, pour adapter au maximum mon corps à ça. Ceux qui font des trucs comme l'ultramarathon de Badwater, c'est connu, ils courent dans un sauna, là. Il aurait fallu que je fasse de quoi pour m'acclimater à la chaleur là-bas. Idéalement, un camp d'entraînement, là, mais ça, c'était pas dans mes possibilités. D'ailleurs, j'ai une connaissance du monde de la course à pied qui vit au Mexique, pour pas nommer Louis-Philippe, qui, lui, vivant au Mexique chaque hiver, a eu moins de misère que tout le monde la journée de Boston. Vraiment, là. Excusez, ma chaîne est en train de débarquer. Bon, j'avais accroché le piton. Là, je vous parle, puis j'ai droppé, hein. Je suis rendu à 115 sur 160, là. J'avoue que c'est pas la vitesse du siècle ce matin. Bon, donc, j'ai pas pu préparer ça. Puis, ce que j'ai pas non plus pu préparer comme faut, c'est quelque chose d'aussi simple que comment j'allais faire mon warm-up ou j'allais aller aux toilettes. Parce qu'à Boston, là, c'est compliqué aller aux toilettes à Boston. Il y a beau avoir 1200 toilettes dans l'aire d'attente. Ben, tu sais, vous savez, quand il y a 20 000 coureurs, ça peut être compliqué. Puis tu peux pas aller proche de la ligne tout de suite. Tu es à 1 km de la ligne, puis il t'amène à un moment précis. Comment tu t'échauffes, ou tu vas aux toilettes, ou tu discartes le linge que tu enlèves à la dernière seconde. Tout ça, c'est des éléments, on pourrait dire techniques, ben, précis, spécifiques, que j'ai pas pu bien anticiper. Ça fait que la journée de la course, ben, j'ai comme bien géré ça dans le sens que j'ai fait le mieux que je pouvais parce que je m'étais renseigné. Puis même, je vous dirais que je me suis mieux échauffé. J'ai mieux géré les toilettes. J'avais prévu le coup quand même. Tu peux pas aller aux toilettes dans les buissons là-bas. Là. Il y a des marshals qui te surveillent. Là. Puis si tu te fais pogner, t'es banni à vie. Là. Tu peux pas aller derrière. Il n'y a pas de container. Tu peux pas aller derrière un buisson. Là. C'est don't do that. Tu sais, j'ai bien géré ça, mais ça reste des incertitudes qui augmentent un peu le stress précédent la course. Puis de ne pas pouvoir faire les choses idéalement, ben ça a fait en sorte que j'ai eu un moins bon résultat aussi. Donc la chaleur compte pour 80% de mon résultat. Puis le 20%, c'est des petits détails comme ça sur la préparation. Donc, Boston, ça n'a pas été super bien. Parce que malgré toute la spécificité que j'avais reproduite pour cette course-là, ben, il manquait 2-3 éléments de spécifiques pour en obtenir le meilleur résultat possible. Donc, là, je vous récapitule tout ce que j'ai dit. Prendre au niveau glucides, au niveau gel, au niveau apport alimentaire, exactement la même affaire en entraînement que ce que vous allez prendre. Le prendre au même moment que vous allez le prendre. Se pratiquer à le prendre à la même intensité ou aussi possible similaire que vous êtes capable que celle de votre course. Au niveau de l'eau, de prendre de l'eau exactement au moment où il y a des points d'eau sur le parcours. Ça se vérifie, c'est écrit sur le site. Pas en vous traînant des bouteilles. Vous n'allez pas vous traîner des bouteilles la journée de la course. Donc c'est pour ça que vous avez besoin de le préparer de façon précise. Au niveau de l'entraînement lui-même, vous voulez avoir un entraînement qui est axé marathon. Des gens qui ont une forme physique générale, mais qui ne sont pas marathon fit.
Hey, ça, j'en ai vu, là. Tellement, là. Tellement. Être prêt pour un marathon, c'est pas être en forme. C'est considérer le marathon. Hey, le premier qui l'a fait, selon la légende, il est mort, OK? Donc, c'est pas une petite affaire. J'ai fait des ultras. Je trouve qu'un marathon à bloc, c'est plus dur qu'un ultra. Parce que t'es justement à bloc. Donc, se préparer aussi avec un parcours similaire à celui de la course. Étudier le parcours à l'avance. Le visualiser, se le mettre dans la tête. Aller le faire. Courir dessus. Courir dessus dans sa tête. Courir dessus avec ses pieds. Faire des compétitions préparatoires pour ajuster les détails que tu vas avoir besoin de maîtriser la journée de ta course. Avoir un plan d'échauffement qui est similaire à ta course. Te pratiquer à porter les vêtements, puis envisager la température qui va faire la journée de ta course. Envisager les allures avec une montre qui est setée, paramétrée dans les unités où les kilomètres vont indiquer durant ta course. Puis là, je pourrais continuer tellement longtemps. Parce que j'en oublie plus que je vous en dis. Puis je reviens avec ce que j'avais dit au départ. La spécificité qui fait la différence entre le plus grand et le moins grand succès, c'est une attitude. C'est pas de prendre ce que je vous dis là puis de le faire. Oui, c'est ça. Mais c'est aussi de vous demander qu'est-ce que je peux faire pour coller le plus possible à ce que je vais avoir à faire la journée de la course, dans le but de m'y préparer, de m'y exercer, puis de le développer pour être capable la journée de la course, maîtriser ça, puis sans surprise, livrer la marchandise. Donc, c'est une attitude, c'est de penser spécifique. Puis la plupart des gens, ce qu'ils font, c'est quand ils voient quelque chose de spécifique, ils se disent « Ah oui, ça serait bien, mais hey, c'est ça là, hein, tu sais, calme le pompon, c'est ben trop... Puis les gens, en général, ils le font pas. Puis j'ai coaché des athlètes d'un très bon niveau, là, plusieurs pendant jusqu'à 8 ans, sur une base là, quotidienne. Là. C'était moi qui gérais leur plan jour après jour, puis je les voyais 3 fois par semaine. Au moins 2. Puis si vous saviez à quel point, j'ai constaté à quel point ça prend des années avant, pour certains, que s'intègre l'idée d'un élément spécifique qui va les aider. Il y a certains éléments qui rentrent facilement, il y a d'autres éléments, c'est très long. Puis ceux qui pensent spécifiques, c'est moins d'1%. D'accord? Mais si c'était facile, tout le monde le fait. Tout le monde le ferait. Si tout le monde pouvait gagner, tout le monde serait champion. Mais l'idée, c'est que il y a des éléments qui font partie soit de ce qu'on acquiert, soit de ce qu'on peut appeler le talent. Puis penser spécifique, c'en est un parmi le lot. Puis là, je vous dis aussi, en terminant, pourquoi les gens ne le font pas. C'est parce que c'est bousculant et les gens n'aiment pas être bousculés. Quand vous avez commencé à faire de l'activité physique, supposant que vous n'en faisiez pas avant, il y en a qui ont fait de l'activité physique toute leur vie, puis tant mieux. Mais pour vous dire, vous vous êtes mis à l'activité physique. Puis quand vous êtes mis à l'activité physique par la course, ça bousculait vos habitudes, puis vous vous dites « Ah, mon Dieu, je fais quelque chose de bizarre. » Puis là, vous avez l'impression d'être marginal. Même s'il y a beaucoup de monde qui court, la vérité, c'est qu'il y a plus de monde pas en forme. Puis là, vous vous dites « Oh mon Dieu, je suis fier de moi, je fais quelque chose, mais ce que je fais, c'est bizarre. » D'ailleurs, mon corps me donne des ressentis étranges, des essoufflements, des courbatures, même des douleurs que je m'inflige par mon activité moi-même. Puis là, il faudrait que je cours avec les douleurs pareilles. Ah mon Dieu, c'est comme tout ça nouveau. Puis pour plusieurs, cette étape d'initiation-là est comme un peu le maximum où ils vont en venir en matière de changement des habitudes. Coacher, c'est beaucoup amener quelqu'un à faire ce qu'il ne veut pas faire. Bien, quand vous êtes déjà rendu au niveau intermédiaire, avancé, bien, le bousculement pour adopter quelque chose de nouveau, comme par exemple penser en spécifique, est le même bousculement à peu près que la personne qui est partie de « je fais pas d'activité physique » à « je commence à le faire ». Puis, de la même manière, l'athlète confirmé, j'en ai vu plusieurs,
qui a genre 30 marathons de fête depuis 20 ans, à qui tu dis, garde mon grand, ton entraînement, il n'est pas au point, parce qu'il y a des détails qui ne sont pas assez spécifiquement perfectionnés, gérés, ça le choque, parce qu'il a l'impression qu'il est déjà correct. Ou que ce qu'il faudrait faire de plus, ben ça va lui en demander beaucoup, puis que ben il est pas prêt à ça, puis personne autour de lui le fait. De la même manière que quand il faisait rien, il s'est mis à l'activité physique, autour de lui personne faisait ça, il s'est dit ça va être exigeant, etc. Puis se botter le cul une fois pour changer ses habitudes de vie puis être dans un mindset différent, c'est une chose. Mais une fois qu'on le fait, se rebousculer pour aller encore plus loin, c'est-à-dire en pensant comme un athlète plus engagé, passionné, qui voit du spécifique comme des options d'amélioration, ben ça c'est une autre étape. Puis c'est comme en rajouter, c'est plus se distinguer de la masse générale des gens qui font pas d'activité physique, c'est se distinguer de la masse des gens petites, mais qui font déjà de l'activité physique, puis qui font même de la compétition. C'est que penser spécifique, c'est en quelque sorte se marginaliser, mais vous savez quoi? Les résultats optimaux sont très marginaux aussi. La plupart des gens ont des résultats généraux, parce qu'ils s'entraînent de façon générale, puis la plupart des gens vont au marathon, puis soit courent en dessous de leur potentiel, puis ils souffrent pas trop, soit ils frappent le mur, puis ils sont fiers parce qu'ils ont affronté la souffrance. Ça m'est arrivé au Petit Train du Nord. Mais si vous voulez que ce soit ni trop souffrant, puis que vous soyez fiers parce que ça s'est bien passé avec un résultat maximal, ben il faut adopter toutes les petites choses qui font la différence entre s'entraîner en général puis de façon plus spécifique. Donc, c'est une attitude. C'est l'attitude de la rigueur, de la minutie, de l'attention, du perfectionnement. Puis tout ce que vous pouvez voir, que ce soit au niveau de l'alimentation, des vêtements, du parcours, du chronométrage, des compétitions, de la préparation, ben vous devez l'adopter si vous voulez avoir le meilleur résultat possible. Bon, ben, je suis 123e sur 163. C'est pas grave, là. J'ai des intervalles tantôt à faire. Là, je roulais mollo. Presque fait 1 heure. Je vais mettre la pédale au gaz. Puis j'espère que vous allez faire de même de votre côté. Moi, je vais clencher sur le vélo. J'espère que vous allez clencher dans votre entraînement avec tout ce qu'il faut pour que j'ai du plaisir à vous voir aller. Parce que je vais être là aussi à Sugarloaf. Je fais le 15 kg. Puis je serai pas en spécifique. Je m'en vais au championnat du monde de triathlon en septembre. J'ai des compétitions de triathlon pour me préparer. J'ai un entraînement spécifique triathlon pour me préparer à mon target de l'année. Donc, ça veut dire que je fais Sugarloaf. Ben pour vous autres, parce que j'étais avec vous autres dans le projet. Puis, tant qu'à être là-bas, on va se faire du fun. Mais je suis semi-prêt. Ça fait que j'espère que vous allez être pas mal meilleur que moi. C'est votre projet. Pas le mien. Let's go, let's go!